Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endo-girl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du LabAMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endo-girl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Thierry Briac, médecin généraliste, qui va nous parler de la prise en charge de l'endométriose, du diagnostic à l'accompagnement dans la vie quotidienne. Merci docteur d'avoir accepté cet échange. Et pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le rôle d'un médecin généraliste à votre sens ? Alors, merci déjà de m'avoir permis de pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet très intéressant. Donc, je préférais qu'on parle peut-être plutôt de compétences plutôt que de parler de rôle, parce que les compétences sont nombreuses pour le médecin généraliste. Et ce qu'on demande d'un médecin généraliste correspond vraiment à une approche qui est centrée sur le patient. Et par rapport à nos collègues des spécialistes d'organes, on a plutôt vraiment une approche centrée sur le patient et pas sur la pathologie, ce qui fait que l'aspect relation et communication doit être un élément vraiment central de notre métier. On a une approche qui est globale dans sa complexité. On est le spécialiste du premier recours, donc effectivement, on peut voir des gens très précocement à des stades très précoces de la maladie. On est acteur dans le cadre de l'éducation de la santé, donc bien sûr du dépistage, de la prévention individuelle et communautaire, pardon. C'est aussi une compétence en termes de continuité, de suivi et de coordination des soins. Donc toutes ces compétences font que notre rôle est essentiel, bien sûr, dans le système de santé et le parcours de soins de nos patients. Et alors, plus précisément, dans le cadre de l'aide au diagnostic de l'endométriose, quel est cette fois votre rôle ou vos compétences ? Alors, je crois que là, vraiment, on a une maladie qui correspond vraiment à où le médecin peut vraiment exprimer vraiment toutes ses compétences, à savoir que on va avoir vraiment un élément qui peut démarrer dès le repérage de la maladie. Alors, je préfère utiliser le mot de repérage que de dépistage, parce que le repérage correspond à la mise en évidence d'un possible diagnostic de maladie, alors que la patiente est symptomatique, alors que le dépistage s'intéresse davantage à la mise en évidence de maladies qui ne sont pas symptomatiques ou sans symptômes. Donc il s'agit vraiment d'un repérage. Et je crois que le repérage, il est d'autant plus précoce qu'il va permettre d'évoquer un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée de la patiente. Donc cet élément est essentiel, mais le rôle du médecin généraliste ne se cantonne pas qu'à ça. Ça va également être aussi la possibilité de mettre en place des éléments qui vont permettre de détailler le diagnostic, de prendre en charge la pathologie et d'accompagner la patiente tout au long de cette pathologie qui est parfois une maladie chronique et qui va nécessiter un suivi, un accompagnement très régulier tout au long de la vie de la patiente. Alors ça, je reviendrai effectivement sur l'accompagnement plus long terme, mais sur le diagnostic en tant que tel, comment vous procédez quand vous pressentez qu'il peut y avoir une endométriose ? Alors je crois qu'il est important de pouvoir prendre du temps, parce que c'est une consultation qui prend forcément du temps. On a des patientes qui vont arriver essentiellement avec des plaintes douloureuses. Alors les plaintes ne sont pas que d'ordre gynécologique, hein. Il y a bien sûr les douleurs de règles, les douleurs lors des rapports. Donc on peut avoir une demande de la part de la patiente qui est très variée, souvent donc des dysménorrhées, des douleurs lors des règles, ça peut être également des douleurs abdominales. Donc à partir du moment où on a pu mettre en place à l'interrogatoire tous ces éléments-là, on va pouvoir proposer de réaliser des examens complémentaires qui sont relativement simples mais finalement parfois peu contributifs, que sont l'échographie pelvienne et éventuellement dans certaines situations prescrire une IRM pelvienne. Ces examens sont, comme je disais, souvent peu contributifs
car il nécessite d'avoir des professionnels qui sont parfaitement formés à la recherche de l'endométriose, et donc n'est pas rare que un certain nombre de diagnostics ne soient pas portés simplement parce que les résultats de ces examens reviennent négatifs, et donc on élimine à tort une endométriose sous-jacente. Donc il faudra aussi pouvoir s'entourer et s'accompagner de gens qui sont compétents dans le cadre du parcours de soins de la patiente, autant sur la réalisation des examens complémentaires que de prendre un avis spécialisé auprès de professionnels compétents. Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi à constituer ce réseau de spécialistes en endométriose? Alors, les choses sont un petit peu compliquées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande disparité sur le territoire français Mm. de réseaux de soins qui sont spécialisés en endométriose. Et effectivement, en Occitanie, on a un petit peu de mal, mais on a quand même des professionnels très compétents dans ce domaine-là. Et je crois que le rôle du médecin généraliste, c'est aussi de pouvoir assurer cette coordination des soins par la connaissance des professionnels qui sont compétents et qui nous aident beaucoup dans ce diagnostic. On peut donc dire que le généraliste a une place clé et est un pivot dans le suivi d'une patiente atteinte d'endométriose, pardon. Et si oui, pourquoi? Alors moi, je ne pourrais pas vous dire que non, hein, parce que je milite beaucoup pour que les médecins généralistes aient une compétence et s'approprient cette compétence, parce que je pense que c'est vraiment, encore une fois, la base de notre métier, et on est là pour ça, pour essayer donc d'identifier des pathologies à des stades précoces, de façon à ce qu'on puisse avoir une prise en charge qui soit adaptée. Alors on n'est pas les seuls, hein, parce que tous les gens qui vont être en contact des patientes, c'est-à-dire c'est le médecin généraliste, mais c'est aussi le gynécologue médical, c'est aussi la sage-femme, c'est le pharmacien, c'est le médecin du travail, c'est même le médecin conseil. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans la reconnaissance de la maladie elle-même. Donc on a vraiment un rôle fondamental à jouer, et je crois que si on veut éviter cette errance diagnostic dont on parle, hein, puisqu'on on estime qu'il y a à peu près 7 ans de délai sur le diagnostic moyen de l'endométriose. Il faut raccourcir de toutes les manières ce délai en assurant une formation des professionnels et aussi un accompagnement des patientes. Très bien. Alors, vous avez parlé de la symptomatologie qui est riche quand vous commencez à poser les questions au moment du premier interrogatoire, mais plus globalement, quelles sont les conséquences que vous notez sur la qualité de vie des patientes qui sont atteintes d'endométriose? Alors, je crois que il faut pas résumer l'endométriose à des symptômes qui sont toujours épouvantables, avec des prises en charge qui sont extrêmement complexes. Et malheureusement, ça existe. On a quand même beaucoup de formes différentes d'endométriose. Et je ne parle pas, parce qu'on a quand même une grande variabilité de tout ce qui est ressenti en matière d'endométriose. L'intensité des douleurs, par exemple, n'est pas liée à la gravité de la maladie, à la sévérité de la maladie. Mm. On a des femmes qui ont des douleurs très importantes avec quelques petits spots d'endométriose, et des femmes qui ont des endométrioses qu'on pourrait qualifier de florides et qui sont très très peu symptomatiques. Donc vraiment, on a besoin de s'occuper des femmes qui souffrent et de pas faire de dépistage de femmes qui seraient porteuses d'endométriose sans aucun symptôme et sans aucune douleur. Donc il faut vraiment différencier toutes ces expressions différentes de la maladie, et bien sûr on a des maladies qui ont un retentissement majeur du fait de l'ancienneté des douleurs qui sont ressenties, de l'altération de la qualité de vie que ça peut occasionner, de l'impact social, familial, professionnel, affectif qui en découle en matière d'arrêt de travail successifs, de difficultés professionnelles, de retentissement psychologique, d'altération de la sexualité. Donc tous ces éléments-là sont bien sûr à prendre en compte et à traiter, à prendre en charge pour effectivement améliorer la qualité de vie des patientes. Et alors, justement, quelle va être votre approche pour accompagner ces patientes tout au long de leur parcours de soins et finalement d'une vie quotidienne qui est malheureusement trop souvent ponctuée par la maladie et ses conséquences? Alors, je crois qu'il faut vraiment il faut essayer de sceller
une espèce d'alliance thérapeutique avec la patiente. Donc ça se construit au fur et à mesure des consultations. On a besoin d'établir un lien de confiance qui est souvent, mais malheureusement, altéré de la part de certaines patientes qui ont consulté nombreux médecins et professionnels sans pouvoir avoir peut-être d'oreilles attentives ou suffisamment fine qui va lui permettre de pouvoir poser les questions, essayer d'être en confiance par rapport au professionnel. Donc ça, je crois que vraiment cette notion de confiance avec le professionnel doit se rétablir, et le professionnel doit proposer un accompagnement avec des consultations qui sont et un suivi qui est régulier avec une fréquence qui est à évaluer. Je crois que chaque situation est particulière, mais on doit vraiment avoir une évaluation de l'efficacité du traitement quand il est mis en œuvre, revoir les patientes, essayer de voir si la tolérance du traitement est bonne, parce que parfois le traitement est mal toléré. Donc il faut construire cette confiance, et au fur et à mesure, très progressivement, jusqu'à ce qu'on puisse permettre d'avoir quelque chose, des échanges qui sont facilités et qui vont du coup avoir un impact positif aussi sur la qualité de la relation et de la prise en charge thérapeutique. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un élément qui est fondamental. Il faut vraiment pouvoir être proche et proposer des consultations répétées. Voilà. C'est un discours qui fait du bien parce qu'on l'entend malheureusement encore trop peu. Et alors, plus concrètement, quelle va être votre boîte à outils un peu à disposition et à disposition d'un généraliste pour accompagner les pathologies chroniques, dont l'endométriose, bien sûr? Alors, la gestion des maladies chroniques, ça on sait faire, parce que c'est quand même notre cœur de métier depuis très longtemps. Je crois qu'on a un certain nombre de choses maintenant qui ont été mises en place, et d'autres vont venir sous l'impulsion quand même des pouvoirs publics, du ministère de la Santé et du président de la République, qui ont mis en place une stratégie nationale il y a quelques mois, dont on devrait avoir des nouvelles, enfin en tout cas j'espère très prochainement, qui va s'attacher à pouvoir renforcer la formation, l'information du grand public, la recherche. Donc on a vraiment des pistes de travail qui sont très concrètes et qui vont être mises en place très très vite, je pense. Donc ça va nous aider. On a des recommandations qui ont été rédigées par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues obstétriciens français, avec la participation de nombreuses sociétés savantes et aussi des associations de patientes qui, je dois souligner là, font un travail vraiment remarquable pour faire la promotion et la connaissance de cette maladie, et une reconnaissance par les pouvoirs publics. Donc ces recommandations, elles sont adaptées aux soins primaires, puisqu'il y a une partie qui est consacrée à la prise en charge, au repérage, au dépistage en soins primaires. Donc je crois qu'on a déjà cet élément-là qui est vraiment, il me semble, tout à fait pragmatique, et qui doit permettre aux médecins généralistes de pouvoir avoir des connaissances et donc des compétences pour prendre en charge les patientes. On a un certain nombre également d'outils qui sont mis à la disposition des professionnels et aussi des patientes, comme une plateforme EndoVisic, qui permet de pouvoir s'appuyer sur des éléments où la patiente va pouvoir s'informer, mais aussi créer un espèce de dossier qui lui permettra d'avoir un suivi progressif, et puis probablement, et on l'espère, la mise en place de filières de soins spécialisées, qui ne sont pas à mon sens, les seules solutions à la prise en charge des patientes, parce qu'elles sont malheureusement trop nombreuses pour pouvoir toutes bénéficier de ces filières d'endométriose, qui sont spécialisées dans l'endométriose, parce qu'une femme sur 10 pourra pas bénéficier de toutes ces structures qui seront mises en place. Mais je crois que une bonne prise en charge adaptée en soins primaires doit permettre de pouvoir déjà dégager du temps pour les formes les plus graves qui seront orientées vers les filières. Mais je crois qu'il serait dommage de pouvoir imaginer que toutes les patientes bénéficieraient d'une qualité de prise en charge optimale si elles étaient toutes admises dans ces filières.
Mais ça, c'est une réaction, bon, peut-être quelque chose d'un petit peu plus politique, mais en tout cas, pour résumer, je crois que les outils existent. Il faut simplement que les médecins généralistes et les professionnels en général soient tout à fait formés à cette maladie, qui est extrêmement prévalente et qui est malheureusement pas assez pas assez étudiée à l'université. Ce constat, il existe. Il a été fait état de cette carence et donc il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour y remédier, bien sûr. Oui, tout à fait. Et alors, juste une question un peu plus précise sur l'ALD, l'affection longue durée, parce que c'est quelque chose dont tous les médecins ne parlent pas, mais qui, dans le cadre de l'endométriose, peut être importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, puisque c'est par le médecin généraliste qu'on peut obtenir cette accréditation. Je ne sais pas si c'est exactement le terme à employer, mais... Alors, la LED, doit être rédigée par le médecin traitant. Donc, c'est pas forcément le médecin généraliste, c'est plutôt le médecin traitant. Mais c'est vrai que, de fait, c'est souvent le médecin traitant qui s'occupe de la LD et qui est aussi le médecin généraliste. Alors, cette ALD, elle est demandée. Je crois que il faut effectivement qu'il y ait une reconnaissance de la maladie et une connaissance de la maladie. J'en ai parlé. Après, je sais pas si elle doit passer effectivement par la reconnaissance et l'affection de longue durée, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même une grande disparité au niveau des douleurs et des conséquences socio-professionnelles et médicales de la maladie. Et il est quand même relativement difficile peut-être de proposer une ALD à des femmes qui sont très peu symptomatiques, par exemple, ou qui sont bien prises en charge par le traitement. Et je voudrais pas qu'il se crée une espèce de tiraillement ou d'incompréhension de la part des patientes, chez qui certaines auraient droit à la LED et pas d'autres. Je trouve que il faut qu'il y ait une espèce de justice un peu globale, et je suis pas sûr que les patientes, par exemple, qui sont peu symptomatiques ou bien prises en charge dans le cadre de leur maladie par le traitement, bénéficient ou aient un intérêt particulier à avoir la LED. Je me suis entretenu avec les présidents de l'association d'Endomind qui revendique ça. Je crois que c'est un élément qui est très important. Je crois qu'il faut trouver des aménagements, et on l'a fait pour le Covid, donc on doit pouvoir le faire pour des maladies qui sont comme l'endométriose, par exemple, pour avoir peut-être une disparition des jours de carence en cas d'arrêt de travail qui sont souvent nécessaires, voire indispensables, en particulier pendant la période des règles, de façon à pas pénaliser les femmes, mais on pourrait trouver des situations, je dirais, qui ne nécessitent pas forcément la mise en place d'une ALD, qui me semble finalement peut-être être représenter parfois une contrainte plus que ce que ça peut apporter de bénéfices pour la patiente. Mais c'est vraiment un avis tout à fait personnel que je vous livre là. Non, mais c'est un point de vue intéressant, et ça, c'est probablement aussi en lien avec la sensibilité du professionnel de santé et sa connaissance de cette pathologie, ce qui me fait arriver à ma question suivante, qui est comment faire évoluer le regard des soignants sur cette pathologie qui est encore trop peu connue, même au sein du corps médical. Alors ça c'est vrai que je vous l'ai dit, on a parlé tout à l'heure de la formation. Alors ça va Oui, prendre tout du à temps fait. parce que la formation elle s'intéresse essentiellement à la formation initiale, mais on a aussi de la formation continue. Donc je crois que les professionnels ont une obligation déontologique de formation professionnelle, et je crois qu'ils sont attachés à ça de plus en plus. Euh, je crois que la communication aussi de la patiente, on a parlé de cette alliance thérapeutique, je crois beaucoup Mm, à la communication entre la patiente et le professionnel de santé. Et il est important quand même que cette communication puisse aussi déboucher sur quelque chose de constructif, c'est-à-dire que je crois que les patientes doivent aussi avoir, je vais dire le courage, mais c'est probablement pas le bon mot qui convient, de parler aussi à leur médecin des symptômes qui lui gâchent la vie et qui l'empêchent de vivre normalement, parce que c'est aussi ça qui va peut-être éveiller dans son esprit le fait de prononcer le mot d'endométriose, et peut-être quelque chose qui va libérer aussi la parole de la part du professionnel, et peut-être de se dire finalement c'est vrai que j'avais pas exploré cet aspect-là, et on va essayer de creuser, de voir si ça peut correspondre à ça. Après, les outils on les a, et dans la mesure où on a évoqué le diagnostic, les professionnels sont quand même tout à fait
conscients de l'importance que ça représente et donc même s'ils n'ont pas la connaissance de la maladie, ils vont aller rechercher, ils vont se renseigner, ils vont s'informer et puis ils vont voir qu'il y a effectivement des choses qui sont très très évocateurs. Donc je crois que le fait de parler en tant que professionnel à la patiente et d'évoquer le diagnostic est un élément important. La patiente doit aussi de temps en temps venir auprès de son médecin et se confier à lui en lui expliquant un petit peu toutes les difficultés qu'elle peut ressentir au quotidien. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des éléments. L'Académie de médecine s'est un peu émue de l'augmentation du diagnostic d'endométriose chez les jeunes femmes. Alors je suis pas persuadé qu'il y ait plus d'endométriose aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, mais je crois qu'elles sont mieux diagnostiquées parce que la parole des femmes se libère aussi. Elles revendiquent le fait qu'elles ont mal et qu'elles ont pas envie que ce soit quelque chose qui soit considéré comme normal aussi de la part des professionnels. Bien sûr. Et alors, vous venez de l'évoquer, mais vous enseignez à la faculté de médecine et justement, quels sont les 2, 3 messages clés que vous faites passer à vos étudiants au sujet de l'endométriose? Alors, on a une autonomie pédagogique au sein de chaque faculté. Donc, moi, sur Toulouse, je suis responsable avec ma collègue André Jens du pôle santé de la femme où on va essayer de faire acquérir un certain nombre de compétences à nos internes de médecine générale, futurs médecins généralistes, pour leur donner l'envie d'exercer cet aspect-là qui fait partie du socle de compétences du médecin généraliste. Et donc on a une séquence qui est organisée autour des douleurs pelviennes, où bien sûr on va faire plus qu'évoquer le diagnostic d'endométriose, c'est une séquence que je fais depuis une dizaine d'années. Et on se rend compte que depuis 2, 3 ans, le diagnostic d'endométriose, heureusement, autour d'une situation clinique, revient systématiquement en premier diagnostic. Donc, je crois que même les jeunes collègues sont sensibilisés à la fréquence et au retentissement de cette maladie. Donc ça, je crois que c'est une grande chance. Et les modifications pédagogiques qu'on a mis en place au sein du département de médecine générale à Toulouse nous laissent penser qu'on doit aller encore un petit peu plus loin et on a des idées pour encore donner peut-être un éclairage un petit peu différent à cette maladie, en la centrant un petit peu comme étant un exemple d'une maladie chronique qu'on peut prendre en charge en essayant peut-être, on va essayer de faire intervenir une patiente experte de façon à donner aussi un éclairage pour qu'il puisse y avoir une communication entre nos jeunes collègues généralistes et ces patientes qui ont une grosse expertise et de la maladie, de la relation médecin-soignant, parce que je crois qu'on a beaucoup à gagner les uns les autres, à s'écouter et à savoir comment on peut améliorer notre relation en termes de communication. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce rôle de la patiente experte et de la collaboration qui peut se mettre en place. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et alors, pour terminer, avez-vous un conseil, une bonne pratique à donner aux femmes qui nous écouteront? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que vraiment il est important que les patientes puissent essayer de trouver un professionnel qui soit à l'écoute. On est tous un peu, la situation elle est compliquée sur le plan sanitaire parce que on a quand même pas beaucoup de temps forcément à consacrer à chaque patient parce que les patients sont toujours plus nombreux. Je crois que la consultation pour douleurs pelviennes, pour dysménorrhée, pour troubles de la sexualité en rapport avec des problèmes de dyspareunie, de douleurs lors des rapports. Tous ces éléments-là nécessitent du temps. Donc, je crois qu'il faut des fois différer un petit peu la consultation et dire ça on va le voir et on le verra peut-être la prochaine fois et considérer que peut-être dans l'urgence sur une demande d'arrêt de travail parce qu'il y a des douleurs pelviennes qui permettent pas d'aller au travail, on va se dire on va pas faire la consultation ce jour-là, mais on va se revoir d'ici 1 ou 2 semaines pour refaire le point, reprendre l'interrogatoire, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, proposer des examens complémentaires, proposer un traitement, une prise en charge. Et je crois qu'il faut que les patientes n'hésitent pas à communiquer auprès de leur médecin ces plaintes en considérant que c'est pas normal d'avoir des douleurs très intenses au cours des règles. Alors, il y a bien sûr pas que l'endométriose qui peut occasionner des douleurs pelviennes, mais c'est quand même une maladie qui est prévalente, qui touche une femme sur 10. Donc, il faut au moins pousser quand même l'interrogatoire suffisamment loin
peut être étayé par des examens complémentaires, mais je crois que les professionnels de santé ont aussi besoin des patients et des patientes pour avoir la réalité un petit peu de ce qu'ils ressentent au quotidien et ne pas hésiter à échanger avec eux et prendre du temps lors de la consultation, parce que c'est de toute façon des consultations qu'on ne peut pas faire en 5 minutes. Voilà. Je dirais que c'est le message principal que je peux donner à nos patientes pour qu'elles n'hésitent pas à nous parler de tout ça. Voilà. Merci, et je pense que c'est un message important, et merci vraiment d'avoir partagé cette expertise et votre point de vue qui est assez rafraîchissant sur le sujet et qui va nous aider à sensibiliser, puisque le travail de sensibilisation auprès des jeunes femmes et moins jeunes d'ailleurs, il est vraiment important, donc merci pour ça. Merci à vous aussi, parce que je pense que c'est très important de pouvoir diffuser cette information. Je crois que l'information du grand public est aussi une piste majeure dans la reconnaissance et dans la prise en compte de cette terrible maladie. Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.